déjà en tant que femme, moi je sais que voilà, le syndrome de l'imposteur, où souvent on se dit, voilà, est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je peux le faire? Et en fait, on se rend compte que des fois, par exemple, on laisse passer des promotions parce qu'on se dit que voilà, que j'ai pas forcément, je suis pas à 100%, je suis pas à 100% là. Et des fois, on se dit, bah, on n'est pas obligé d'être à 100%. 80%, des fois, ça suffit. 70%, ça suffit. Et it's OK de se mettre en avant. Alors bonjour à tous, bienvenue encore dans un de nos podcasts MF Inspires Me, un pas de géant. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir encore une autre grande dame. Oui, toujours moi les grandes dames. Et c'est une personne que j'ai rencontrée sur LinkedIn, preuve encore du pouvoir du réseautage. Je ne la connaissais pas il y a je dirais quelques semaines, quelques mois. Mais très rapidement, après quelques messages, le contact s'est fait et j'ai été très surpris. C'est vrai que j'étais en plein préparatif du projet de podcast. Je lui en ai parlé. Elle n'a pas hésité. Elle a donné son accord. Et même quand je l'ai invitée, elle n'a pas encore hésité. Elle a rapidement fait place dans son calendrier pour la session d'aujourd'hui. Donc déjà, je lui dis un très grand merci. C'est une personne qui a porté plusieurs casquettes, qui a fait un peu le tour de pas mal de pays. J'étais très surpris quand je préparais le podcast de voir un peu euh, les pépites, les informations que j'ai pu collecter à gauche et à droite. J'espère, dans cette première édition, pouvoir ressortir certains éléments qui ne sont pas sur ces différents portails. Je pourrais passer tout le mois de mai et même 2026 à vous décrire un peu ce que j'ai vu, mais vu qu'elle est déjà là, je vais lui donner la parole. Et donc, sans plus tarder, je dirais bonjour Samira et bonne arrivée. Bonjour, bah, merci déjà pour cet accueil très chaleureux sur le podcast. Et j'ai vraiment hâte de discuter avec toi et de pouvoir partager mon expérience avec tous nos auditeurs aujourd'hui. Super. Alors, première remarque, j'ai vu le nom, c'est Samira Diallo. Est-ce qu'il n'y a pas un autre nom? Parce que généralement, quand on vient d'Afrique, on a 3, 4, 5 prénoms. Ouais. Et pour faire simple, on choisit finalement, surtout quand on est dans le monde anglophone, le premier prénom. Et est-ce qu'il y a que Samira Diallo ou bien il y a d'autres? Non, il n'y a que Samira. Samira, c'est le seul prénom que j'ai. Mon nom de famille complet, c'est Hassan Diallo. Mon père est Peul du Niger, donc Diallo, très, très commun en Afrique de l'Ouest. Et Hassan Diallo, c'est le nom de famille complet qu'on utilise. Mais j'utilise Samira Diallo pour faire plus court, on va dire. D'accord, super. Alors, j'ai regardé un peu. Je sais que tu as fait principalement, je dis principalement, parce qu'il y en a beaucoup plus. La France, le Niger, le Canada. Est-ce que tu peux essayer de nous dire un peu comment ça se fait du Niger jusqu'au Canada? Comment ça s'est passé? Ouais. C'est un long trajet, donc quand je me décris comme une personne qui est à la maison partout. Donc je suis à la maison au Niger, je suis à la maison au Canada et je suis à la maison en France. Donc je suis née et grandie à Lyon, en France. Et j'ai aussi passé une partie de ma jeunesse au Niger. Ma famille est repartie là-bas et quand j'avais 17 ans, je suis revenue encore en France pour finir mes études et j'ai décidé de venir au Canada en 2008, donc ça fait un bout de temps, pour une année en échange de 8 mois. Et voilà, aujourd'hui on est en 2026, donc si tu comptes, tu vois que ça fait presque 18 ans. Je suis encore restée ici et je pense que c'est le fait de vivre entre plusieurs cultures, on va dire, ça m'a beaucoup appris, on va dire, l'adaptation, s'adapter dans un nouvel environnement à chaque fois, mais aussi la langue. Je suis arrivée au Canada, j'avais un anglais, on va dire, très basique. Je me souviens quand je prenais mes cours à York University, le prof parlait en anglais et je prenais mes notes en français.
Et après, je retraduisais dans ma tête quand j'arrivais à la maison en anglais. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, Samira, il faut arrêter de faire ça. Il faut commencer à apprendre l'anglais parce que ça va pas. Donc voilà, donc un parcours qui m'a emmené un petit peu partout dans le monde. Et avec la famille qui est un peu partout, bah, je garde le contact avec tous ces pays en fait. Alors, pourquoi avoir décidé de rester, pourquoi avoir faire du Canada le pays de résidence? Pourquoi pas la France? Pourquoi pas notre pays? Bah, déjà, en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai toujours eu ce besoin de voir le monde, de découvrir, de voir autre chose. Je pense que c'est un peu la manière dont mes parents nous ont éduqués, cette manière de découvrir un petit peu. Donc, quand je suis venue au Canada, l'idée, c'était vraiment d'apprendre l'anglais, de voir un pays complètement différent, c'est vraiment ça. La plupart de mes amis à l'université en France, ils allaient en Angleterre, parce que l'Angleterre c'était juste à côté pour apprendre l'anglais. Et moi je me suis dit non, 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 je vais aller très très loin, je vais découvrir une nouvelle culture. Donc quand je suis arrivée au Canada, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu au Canada. Déjà c'était l'ouverture d'esprit des gens, la culture, les gens sont vraiment très très ouverts. Et c'est un pays où je me suis sentie bien tout de suite. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si tu as le même ressenti, mais arrivée au Canada en tant que femme et en tant que femme noire, je ne me suis pas sentie exclue. Je me suis sentie bien tout de suite. Et j'ai beaucoup aimé le pays. Donc quand j'ai fini mes études, je suis rentrée en France et je suis revenue. J'ai posé mes valises, je me suis dit voilà, j'ai envie de tester la culture au Canada. Euh, L'autre aspect qui m'a beaucoup plu aussi, c'est au travail. Je sais qu'en France, je me sentais souvent seule, je me sentais souvent la seule noire, la seule femme noire dans une salle. Ici au Canada, tout le monde vient de quelque part. Voilà, tu as un voisin qui vient d'Inde, tu as l'autre collègue qui est chinois, tout le monde a ce background international. Et je pense que c'est un des côtés qui m'a beaucoup plu au Canada. Et on va dire la troisième raison, c'est le côté professionnel. Je trouve que les opportunités de carrière, c'est plus facile d'évoluer ici au Canada. Il y a plus d'évolution de carrière. Voilà. Du moment où tu fais du bon boulot, tu travailles bien. Et je pense que ma carrière je pense que j'ai pu avoir une bonne évolution de carrière ici au Canada, on va dire. D'accord. Alors, c'est vrai que la réalité du Canada 2008, comparée à la réalité de 2025-26, ou même déjà après Covid, c'est une autre version du Canada qu'on découvre en tout cas. Mais est-ce qu'il y a, en termes de, on aime bien les anecdotes, hein. Est-ce qu'il y a pas une anecdote c'est vrai, tu en as déjà mentionné une par rapport à comment tu prenais les notes. Mais est-ce qu'il n'y a pas, en termes de ce que tu aurais aimé, par exemple, savoir avant d'arriver, est-ce qu'il y a une anecdote autour de ça ou une première surprise En fait, que tu peux... enfin, on va dire le côté pas professionnel, mais le côté personnel, c'était le froid, on va dire au Canada. On n'en parle pas assez. Je suis arrivée au Canada, je me rappelle la première fois où je suis sortie, il faisait très très froid. J'étais en France, en Afrique, il fait pas aussi froid. Et j'arrive et j'essayais de sortir la clé de ma poche et j'arrivais pas à rentrer la clé dans la porte. J'arrivais pas à ouvrir la porte de chez moi. Et j'avais mainté quelqu'un, j'ai appelé ma mère, je veux rentrer, hein, je veux rentrer. Voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et se préparer pour l'hiver. Mais donc voilà. Mais le côté professionnel, on va dire, c'est vraiment l'importance du réseau. Je pense que c'est une des choses qu'on ne parle pas assez souvent. Arriver au Canada et ne connaître personne, c'est pas évident. On te dit beaucoup, faut faire du réseautage, faut faire du networking, faut rencontrer des gens. Mais quand tu arrives en tant qu'immigrant, bah, tu connais personne. Tu es tout seul, t'as pas de réseau. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup d'opportunités venaient en fait des conversations, des recommandations, des gens qui viennent vers toi en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Et quand on vient juste d'arriver, on n'a pas forcément ce réseau. Euh, une des choses aussi que j'ai remarqué ici au Canada, dans le milieu du travail, les gens ne sont pas très directs. C'est-à-dire le feedback n'est pas direct du tout. Ton manager va te dire ah, tu as fait
tu as fait du bon boulot, est-ce que ça te dirait de faire ça de cette manière? Et dans ta tête, tu te dis, bah écoute, c'est juste une suggestion et puis je veux l'ignorer. En fait, non, 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 faut pas l'ignorer en fait. Il te dit ça d'une manière très polie, mais en fait, il veut te dire, Samira, fais-le, sinon t'es viré demain. Tu vois. Mais voilà, en fait, je le savais pas ça. C'est au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ici, en fait, on ne dit pas les choses clairement. Le feedback n'est pas direct du tout. Et il faut apprendre à lire, lire entre les lignes, en fait. Super. Et je suis content que tu aies commencé par cet exemple parce que je regardais un de tes posts où tu parlais des leçons que tu as apprises. Et le premier point, justement, c'est Learning the Unwritten Rules of the Canadian Workplace. Mhm. Et c'est exactement ça. C'est beaucoup plus fort, je dirais, aujourd'hui, peut-être, parce que quand on fait par exemple les demandes d'emploi, on n'a aucun feedback. On ne sait même pas quoi corriger. On ne sait Ouais. pas, voilà, on n'a aucun feedback. Et quand on a maintenant l'opportunité aussi, quand on rentre quand on commence par un poste, effectivement, on ne sait pas ce qu'on fait de bien, on ne sait pas ce qu'on fait de mal forcément, sauf si on a la chance d'avoir un collègue qui t'explique un peu, ou bon, tu le paies au prix le plus fort. Est-ce que le deuxième point, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Tu disais speaking up and raising your hand before you feel fully ready. Ouais. Bah surtout, déjà en tant que femme, déjà, moi je sais que voilà, le syndrome de l'imposteur, où souvent on se dit, voilà, est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je peux le faire? Et en fait, on se rend compte que des fois, par exemple, on laisse passer des promotions parce qu'on se dit que voilà, que j'ai pas forcément, je suis pas à 100%, je suis pas à 100% là. Et des fois, on se dit, bah, on n'est pas obligé d'être à 100%. 80%, des fois, ça suffit. 70%, ça suffit. It's ok de se mettre en avant, en fait. Et c'est vraiment ça, parce qu'en fait, des fois, même par exemple, des fois, tu vois un boulot en ligne et tu te dis, bah écoute, j'ai pas toutes les compétences. Bah vas-y, envoie ta demande, envoie ton application. Au pire des cas, ils te disent non. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important de lever la main et de se dire, écoute, je peux le faire. Je peux le faire. Je suis pas à 100%, mais je peux apprendre sur le terrain. Alors, je sais que tu es en contact avec beaucoup de personnes, tu as été en contact avec beaucoup de personnes, professionnellement comme sur le plan personnel aussi. Est-ce que dans les échanges, est-ce qu'il y a un point qui revient chez ceux qui sont nouveaux, un point qui est lié à ah, j'aurais aimé savoir ceci avant d'arriver au Canada? Est-ce qu'il y a un point comme ça qui revient souvent? Qu'est-ce qui revient souvent? Je réfléchis. En fait, c'est vraiment. Je pense que le plus important, c'est un peu de ce qu'on a discuté tout à l'heure. En fait, c'est vraiment connaître les règles en fait les règles du marché et en fait et avoir les bons contacts en fait. En fait, je pense que c'est vraiment important parce que même quand je suis arrivée à l'université, je me rappelle, j'étais étudiante internationale en échange. J'étais là pour une courte période et tout le monde avait déjà son réseau, tout le monde se connaissait déjà, tout le monde s'entraidait. Même au niveau, même à l'école, quand je suis arrivée, je sais pas forcément comment les cours se passaient. C'était vraiment différent de ce que je connaissais en France. Et tout le monde est un petit peu dans son petit cocon et connaît ses amis. Et je pense que c'est pas évident quand tu arrives et que t'as pas de réseau, tu connais pas forcément les règles. Je pense que c'est le plus important en fait. Et souvent à distance, t'as beau le lire en ligne, personne ne va t'en parler en fait. Et je pense que moi, c'est ça que moi j'aime beaucoup. Je travaille avec pas mal d'organisations qui aident les immigrants qui viennent au Canada. Et je leur partage mon expérience en fait. Je leur dis voilà ce que j'ai appris. Et je pense que c'est important. Je recommande à chaque personne qui arrive dans un nouveau pays de parler avec des gens qui ont eu la même expérience. Avec des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont passés par là, qui peuvent parler de leur expérience. Voilà, un exemple en dehors de la vie professionnelle, par exemple, j'ai des enfants en bas âge, et par exemple, les crèches au Canada, il y a une dame qui m'a écrit récemment pour m'a dit voilà, j'arrive au Canada dans 2 mois, où sont les crèches? Je lui ai dit bah, au Canada, il faut mettre tes enfants sur une liste d'attente 1 an en avance.
Et elle ne le savait pas. Elle me dit, j'arrive de France, je suis stressée. Et je dis, bah, personne ne te le dit. Donc voilà, c'est des trucs de la vie quotidienne qui peuvent te stresser, que ça soit au boulot ou dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est vraiment important de discuter avec des gens qui sont sur le terrain et qui sont vraiment sur place pour partager leur expérience. Super. Alors, on va un peu comme l'enfant grandit, on va passer à un peu plus au-delà, je dirais peut-être un retour en arrière, un flashback. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, donc du début? J'ai lu un truc intéressant, je ne sais pas si tu vas le ressortir, sinon moi je le ferai. Mais comment professionnellement, c'est quoi un peu ton parcours? Oui, donc moi j'ai commencé ma carrière en informatique. Vraiment, j'ai étudié à l'université à Lyon et j'ai fait un master en Management Information System à Grenoble, aussi en France. Et quand je suis venue au Canada, j'étais en échange en informatique. Donc toute ma carrière, j'aurais toujours pensé finir ma carrière en informatique. Et j'ai travaillé dans les grands groupes comme Capgemini et Oracle dans le conseil. Et c'était vraiment intéressant parce que ça m'a permis pendant plusieurs années de travailler sur des grands projets de transformation digitale un peu partout dans le monde avec des clients un peu partout. Donc c'était intéressant parce que je travaillais jamais sur la même chose. C'était vraiment, il y avait toujours un changement, ce besoin de se réinventer. J'ai eu des postes de chef de projet, de business analyst, data lead. J'ai travaillé un petit peu partout sur le côté, l'aspect technologie. Mais ma grande passion, ça a toujours été, c'était pas les systèmes, c'était pas les processus, c'était vraiment l'humain derrière. J'ai toujours été passionnée par l'humain derrière, vraiment comment on développe les talents, comment on construit des équipes solides, comment on crée une vraie culture d'entreprise. Ça a toujours été vraiment ma passion dans tout ce que j'ai fait pendant ma carrière. Et donc j'ai évolué un peu plus tard vers des rôles de people leadership, people culture, développement des talents, diversité et inclusion as well. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne des entreprises en forte croissance sur leur stratégie RH, sur la rétention des talents, le leadership, l'organisation. Voilà, mon but c'est vraiment de travailler avec des entreprises euh, qui seront contentes et heureuses de garder leurs meilleurs talents en fait. Parce que souvent on se rend compte que les gens, les employés, quittent les entreprises pour diverses raisons et je pense que c'est important en tant que dirigeant d'entreprise de comprendre pourquoi et de mettre en place des stratégies. Et, voilà. Et en fait, mon grand bonheur, c'est de pouvoir, comme je dis on dit en anglais, I bring structure to chaos. Voilà, je suis quelqu'un qui aime, je suis un chef de projet, j'adore construire des choses concrètes. Voilà, tu me donnes un truc très chaotique et je te le mets en place. Et aussi, juste à côté, en dehors de ce côté professionnel, j'ai lancé Mayana Voyage aussi. En fait, le but, c'est d'aider les parents à voyager avec leurs enfants, donc leur donner des conseils. Je voyage avec mes enfants depuis qu'ils sont très très jeunes. Et le but, c'est de donner des conseils et de leur proposer des consultations et des services pour les aider à voyager plus facilement et enlever cette peur et ce stress à côté aussi. Alors, tu as lu dans mon esprit, tu as parlé du projet Mana Voyage que j'ai trouvé très excellent. On va revenir là-dessus avant la fin. Et l'anecdote que j'ai lue concernant tes débuts, c'est que tu n'aimais pas la programmation. Non. Alors, comment tu t'es débrouillé déjà pendant tous les cours, les TP, il fallait Ouais. programmer. Est-ce qu'il y a une bonne anecdote par rapport à ça? Je le dis tout le temps, les gens me disent souvent, tu es en informatique, ils commencent à me parler d'informatique. Je dis, non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je suis en informatique, mais je n'aime pas l'informatique. Et je le dis tout le temps, hein. J'ai fait quand je passais mon bac, j'ai fait un bac scientifique. Je ne sais pas quoi faire après le bac. Je vais être vraiment honnête, je ne sais pas quoi faire. Et j'étais bonne en chimie, en maths, un peu partout. Donc je me suis dit, écoute, Samira, tu vas envoyer une demande dans une fac. Parce que je n'avais pas envie de choisir. Donc j'avais le choix entre chimie, médecine, pas mal de choses.
J'ai envoyé une demande en DUT informatique à Lyon. J'ai été prise, j'ai dit allez voilà, on continue. J'ai pas à choisir. Et j'ai fait 2 ans de programmation Java, C++. Et les anecdotes, c'était que, je sais pas si on peut le dire vu qu'on est enregistré, mais j'avais des amis qui m'aidaient avec mes travaux pratiques pour le codage. C'était vraiment pas mon truc en fait. En fait, être devant un ordinateur toute la journée en train de coder, c'était pas moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, quelqu'un qui aime entourer des gens. J'ai fait pendant 2 ans, voilà, j'ai continué mon parcours, ça s'est très bien passé. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire l'informatique et la gestion de projet en même temps. Et je ne sais pas que ça existait à l'époque. Donc j'ai fait ma licence gestion de projet informatique et après j'ai fait mon master management des systèmes d'information. Et je me suis rendu compte, en fait, tu peux être en informatique sans être dans la partie technique. Donc c'est là après j'ai commencé chez Capgemini en tant que consultant fonctionnel. Mais je sais que voilà, j'ai été en tant que chef de projet par exemple, j'étais dans des salles voilà, où on parle d'architecture, de data. Et je sais que dès qu'on commence à en parler, c'est genre ok, on ferme les oreilles. C'est l'heure de partir. Voilà, je comprends, voilà, j'ai mené des équipes de testeurs, j'ai mené des grandes, j'ai dirigé des grandes transformations digitales, voilà, mais sans avoir de passion en fait, sans avoir de passion, je comprenais très bien, je l'ai fait sans avoir cette passion en fait, c'est vraiment intéressant, et c'est pour ça qu'à côté, quand j'étais chez Capgemini, j'appelais ça mon side job. Donc j'avais mon boulot en tant que consultant et à côté en fait je me suis intéressée à tout ce qui est aspect humain, l'aspect people en fait. Donc voilà, dès qu'on devait organiser une formation pour les employés, bah, je le faisais. On a lancé un Employee Resource Group pour les femmes, bah, j'étais là. Dès qu'il y avait par exemple des formations pour les campus hired qui arrivaient juste en dehors de l'université, bah, j'étais là. Et c'est vraiment cet aspect-là en fait, ça m'a permis de trouver ma passion et c'est une chose que je dis souvent aux gens qui commencent leur carrière. Euh, Souvent on va au boulot, c'est pas forcément ce qu'on aime faire, mais trouve quelque chose qui te plaît dans ce boulot. Et moi c'était vraiment ça en fait. J'ai trouvé cet aspect à côté, ça m'a permis de faire les choses qui me plaisaient vraiment à côté et de développer des compétences que je n'aurais jamais développées dans mon day-to-day job. Et c'était vraiment ça en fait. Donc je suis sortie de ma zone de confort et j'ai développé des compétences à côté et c'est ce qui m'a emmené aujourd'hui bah, où je suis dans ma carrière en fait. Alors, il y a un point que j'ai noté par rapport à ce que tu offres comme service aujourd'hui ou l'accompagnement que tu proposes aux entreprises, qui est de les aider à garder les bons gardes, comme on le dit. Est-ce que déjà, première chose, parce que c'est au Canada, j'ai vu un peu cette mentalité. Ailleurs, ce qui est le plus connu, c'est tu trouves un bon boulot, tu sais que tu es là jusqu'à la retraite. Mhm. Et ces dernières années, c'est vrai que les réalités du monde du travail ont beaucoup changé. Et ce que j'ai découvert au Canada, c'est plutôt la mentalité de tu n'es jamais sûr que ton boulot il est garanti. Du coup, Ouais. je connais des gens, même si tu les embauches un 1er janvier, déjà le 2 ou même le 1er janvier à 15 heures, ils commencent pas à chercher encore un autre boulot Mhm. parce qu'il veut déjà partir alors qu'il est à peine arrivé. Ouais, exactement. Alors, première question, est-ce que c'est, je dirais pas est-ce que c'est un conseil, mais est-ce que c'est déjà une bonne pratique que de chercher toujours mieux au lieu de vouloir passer quand même un bon temps dans une entreprise? Ouais. Après, je ne veux pas dire que c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique. Ça dépend vraiment de ce que la personne recherche, des deux côtés. Le côté de l'entreprise, on sait qu'il y a un coût énorme de recrutement. Donc l'entreprise passe énormément de temps à recruter quelqu'un. Je pense que c'est important du côté de l'entreprise de mettre tout en place pour que l'employé se sente très bien. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que du moment où tout le processus de recrutement est super important pour le candidat, pour que la personne se sente bien. Après, il y a le côté onboarding. Souvent, on l'oublie, on se dit la personne, tu arrives. Moi, ça m'est arrivé de ne pas avoir mon laptop pendant 3 semaines, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas avoir de goal.
c'est vraiment important d'avoir une bonne expérience parce que je pense que voilà, quelqu'un qui arrive et qui veut partir au bout de 2 jours, c'est qu'ils n'ont pas une bonne expérience au début. Avoir toute l'expérience, il y a aussi le côté formation. Est-ce qu'on a toutes les est-ce qu'on peut être formé? Est-ce qu'on peut évoluer dans l'entreprise? Quelles sont les possibilités d'évolution dans l'entreprise? Il y a tellement de choses auxquelles l'entreprise doit penser pour pouvoir pour que les employés se sentent bien et veulent rester. Et surtout en plus, et l'autre côté, c'est que en tant que candidat ou en tant qu'employé qui rentre dans une entreprise, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Souvent ici, moi j'ai remarqué au Canada, déjà comparé en Europe ou ailleurs, les gens changent beaucoup d'emploi. Déjà le salaire, et c'est quelque chose qui est là aussi, donc les gens changent beaucoup. Mais aussi, je pense qu'on est dans une nouvelle génération, la génération de nos parents, ils restaient dans une entreprise toute leur vie. Qu'ils soient heureux, pas heureux, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien. Voilà, les gens restaient. Et il faut voir aussi, moi j'ai travaillé beaucoup avec les dernières années avec la Gen Z. Et en fait, pour eux, ce qui est important, c'est le bien-être personnel. Est-ce que je me sens bien dans l'entreprise? Et si je me sens pas bien, bah écoute, je vais aller ailleurs. Ou je vais aller créer ma propre entreprise. Donc je pense que c'est vraiment important pour les entreprises aussi de se dire, voilà, quel environnement je donne à mes employés, mais aussi s'adapter aussi, parce qu'on a beaucoup de différentes générations dans l'entreprise. Et une personne qui est en fin de carrière et une personne qui commence maintenant, qui a 20 ans, ne cherche pas forcément les mêmes choses. Donc je pense que c'est important de pouvoir s'adapter, de pouvoir voir qu'est-ce que les personnes recherchent dans l'entreprise et créer un environnement qui est favorable pour tout le monde en fait. Parce que c'est un bénéfice pour tous. C'est un bénéfice pour l'entreprise de garder ses meilleurs talents, parce qu'il y a un coût derrière, on va pas se mentir, tout est basé sur le coût, mais aussi pour la personne qui est dans l'entreprise, pour pouvoir rester, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être heureux. Et je pense que tous ces points sont importants en fait. Alors, euh, si on vient maintenant du côté de l'entreprise, au moment du recrutement, je sais qu'il y a différents points de vue, mais est-ce que, par exemple, quand on regarde le profil de quelqu'un, le nombre d'années que la personne passe dans les entreprises, est-ce que ça joue toujours au moment du recrutement? Genre, quelqu'un qui fait à peine 6 mois, 1 an, 2 ans, est-ce que ce paramètre joue encore aujourd'hui quand on fait le recrutement? Et si oui, quel serait le nombre d'années idéal à passer avant de changer de boîte? Moi, personnellement, je dirais non, de mon point de vue, mais d'autres personnes, ça dépend vraiment de la personne, diront oui. Euh, je pense que, comme je disais, avant, les gens restaient dans une entreprise, c'était vraiment un signe de longévité, voilà, un employé qui est fidèle. Il y a ce côté, voilà, fidélité qui était très important. Euh, mais on se rend compte qu'en fait, de nos jours, la plupart des gens euh, n'ont pas forcément ce besoin, en fait, de fidélité, on va dire, pour une entreprise, en fait. L'idée, c'est vraiment l'expérience. Quelle est l'expérience que j'ai dans cette entreprise en fonction de ça? Mais ça dépend aussi vraiment du type d'entreprise aussi. Il y a des entreprises comme les startups qui valorisent peut-être plus des gens qui restent 2 3 ans dans une entreprise. Donc ça dépend vraiment. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Mais on va dire c'est vraiment en fonction de ce que la personne apporte en fait. Vraiment ce que la personne apporte. Et de nos jours, c'est de plus en plus commun en fait. Job hopping, les gens le font de plus en plus souvent. Et surtout maintenant avec le marché dans lequel on est, les entreprises aussi se rendent compte que voilà, il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de restructuration. Donc ça arrive que les gens ne restent pas dans une entreprise si longtemps. Et du moment où tu apportes quelque chose de concret, ben pourquoi pas alors. Alors, un autre point, toujours pour parler un peu de l'expérience, surtout francophone, je dirais. Je sais que tu es très bilingue. Euh, Déjà, est-ce que tu parles une autre langue à part l'anglais? Et est-ce que pour les francophones, au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'anglais est encore optionnel? C'est vrai qu'on le dit, c'est important, important, mais est-ce que on peut se permettre de ne pas parler anglais si on est francophone? Donc je parle français et ma langue maternelle. J'ai appris le français, l'anglais plus tard. J'ai un peu l'espagnol, on va dire, mais vraiment très basique que j'avais appris au lycée. Et au Niger, je parle le germain. Le germain est une des langues les plus parlées au Niger. Ma mère est Hausa, mon père est Peul, mais je ne parle ni le Hausa ni le Peul. Je comprends un petit peu.
Je comprends un petit peu, mais j'espère pouvoir. J'ai toujours un espoir de pouvoir apprendre un petit peu plus ces deux langues. Et on va dire que il y a une grande différence. Je pense que les francophones, on arrive souvent au Canada et on se dit, bah, ah, le Canada est francophone parce qu'on pense toujours au Québec. Moi, avant de venir au Canada, je pensais pas trop au Canada anglophone. On pense au Québec et on oublie qu'en fait l'anglais est indispensable de nos jours. L'anglais, en fait, de partout. Je pense que de partout où on vit dans ce monde, l'anglais est indispensable. Euh, Tu vas dans un village en Chine ou dans un village en Argentine, ils vont te parler en anglais. Voilà. Et je pense que les anglophones, ils ont cet avantage, de partout où ils vont, quelqu'un comprend, les gens comprennent, il y a toujours quelqu'un qui comprend leur langue. Donc je pense que c'est vraiment important en tant que francophone de, voilà, l'anglais, faut arriver et il faut pratiquer directement en fait. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense qu'il faut, moi ce qui m'a aidé, c'est m'entourer d'anglophones quand je suis arrivée au Canada. Parce qu'on a tendance à vouloir rester avec les gens qui parlent la même langue que nous, les gens qui nous ressemblent. Je vois beaucoup de francophones en ligne qui cherchent des médecins qui parlent français, qui cherchent des crèches qui parlent français. Je pense que c'est important quand on arrive dans un pays de s'immerser à fond, voilà, de s'immerser dans la langue, rencontrer des gens qui parlent anglais. Et au travail aussi, pareil. C'est pas évident. Moi, je me rappelle au début, dans mes emails, je faisais beaucoup de fautes à l'anglais, à l'écrit. J'ai même pris un cours. J'ai pris un cours de communication pour pouvoir m'aider un petit peu. Et franchement, l'anglais est beaucoup plus facile à apprendre que le français. Il n'y a rien à dire. On va pas se mentir. L'anglais est tellement plus facile. Je dis toujours aux gens, je suis tellement contente d'avoir appris le français avant l'anglais. Parce que le français est tellement plus compliqué en termes de grammaire et tout ça. Et je pense que c'est important. C'est important d'apprendre la langue, c'est important, mais aussi de comprendre le milieu anglophone. Les francophones, on a tendance à être plus discrets, on va dire. Et aussi, ce côté, bah, aussi en venant d'Afrique, encore plus discret. On travaille fort et on attend que ça parle pour nous. Ça parle pas pour nous. Il faut apprendre à se vendre. Voilà. Donc le milieu anglophone, il y a plus ce côté facilité à se vendre, facilité à créer des connexions. Et il faut trouver l'équilibre. Faut trouver l'équilibre, mais je pense que c'est important de s'immerser à 100% dans l'environnement. Ok. Alors, je sais que tu as fait de très grandes entreprises, tu as été sur de gros projets. Et généralement, quand tu es dans une telle posture, c'est bon, je suis bien là, zone confort, je m'arrange pour que mon poste soit garanti jusqu'à la retraite. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir créer ta propre structure? Parce que ça, c'est pour l'entrepreneuriat, c'est des gens fous, un peu fous qui s'y mettent. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre une telle décision? Totalement, j'ai rejoint le côté des fous. Et un truc qui est vraiment marrant, si tu parles avec mon entourage, ma famille, je leur ai toujours dit l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, j'ai toujours voulu, j'ai toujours été la personne qui a toujours voulu commencer à climb the corporate ladder. Vraiment, je me suis toujours vue voilà, à la tête de l'entreprise. Ça a toujours été mon but. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense qu'avec le temps aussi, bah déjà, avoir des enfants déjà, j'ai voulu avoir cette flexibilité de pouvoir être présent pour eux. L'ambition est toujours là, mais l'ambition se présente différemment, on va dire. Cette flexibilité, donc avoir plus de liberté, pouvoir gérer mon emploi du temps, voilà, pouvoir aller à un événement de networking un jeudi à midi si j'ai envie d'y aller, pouvoir prendre mon laptop, j'aime beaucoup voyager, donc pouvoir prendre mon laptop et aller travailler à Dubaï si j'ai envie de travailler là-bas. Donc c'est vraiment ce côté flexibilité, on va dire, avec le temps, mais aussi je voyais des vrais besoins en fait. Je me suis rendu compte que en fait pouvoir apporter des solutions concrètes. En fait, c'est vraiment ça. Et moi, c'est vraiment ce côté-là qui me plaît dans le travail que je fais aujourd'hui. C'est vraiment, voilà le problème qu'on a et travailler avec des startups, en fait. Parce qu'avec les startups, on voit le changement tout de suite. Dans les grands groupes, combien de fois j'ai commencé des projets qui n'ont jamais vu le jour? Des projets que tu commences et tu as 10 000 personnes qui doivent donner leur approval. Et ça prend tellement de temps. Ça prend tellement de temps.
Et donc du coup, je me suis dit, voir vraiment avoir des vrais besoins, travailler avec des entreprises qui ont ce besoin tout de suite et vraiment apporter des solutions concrètes tout de suite. Mais aussi le troisième point, on va dire, c'est vraiment mon but à long terme, c'est vraiment de pouvoir travailler avec l'Afrique et de peut-être repartir en Afrique et de pouvoir travailler avec des entreprises sur place aussi. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu lancer mon entreprise aussi, c'est vraiment de pouvoir travailler avec des entreprises sur place et de voir comment je peux apporter cette expérience et travailler avec eux pour pouvoir faire développer des grandes choses sur place. Waouh. Alors, toujours dans la genèse de ce projet d'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a, souvent, on se dit qu'il n'y a pas d'erreur, qu'on on apprend, même si ce n'est pas le choix qu'on aurait aimé faire à cause du résultat qu'on n'a pas obtenu, mais est-ce que depuis que tu as pris cette décision, est-ce qu'il y a quand même un, un choix ou on dirait une mauvaise expérience qui t'a marqué depuis que tu as commencé cette aventure d'entrepreneuriat? En fait, on va dire le mauvais choix, en fait, c'était vraiment de vouloir faire toute seule. En fait, il y a deux choses, on va dire. Vouloir tout faire toute seule. C'est-à-dire, quand tu commences, tu dis, bah écoute, je sais quoi faire, je peux le faire. J'ai déjà fait ça en entreprise, mais en fait, je me rends compte que c'est important d'avoir de l'aide. Donc, du coup, j'ai pris un coach finalement. Parce que je me dis, voilà, le côté par exemple marketing, j'ai jamais fait de marketing, j'ai jamais fait de marketing, j'ai jamais fait de sales, de business development, c'est pas mon domaine. Donc c'est important de s'entourer de personnes qui l'ont fait déjà pour pouvoir t'aider et te guider, de ne pas être seul, d'être entouré. Et la deuxième chose, c'est vraiment attendre d'être prête en fait. Parce que j'y pensais depuis un bout de temps, mais je m'étais jamais lancée. Et on perd beaucoup de temps en fait. Parce qu'on se dit toujours, bah, on n'est pas prêt, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ce que je fais. Écoute, vas-y, lance-toi. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça marche pas. Voilà, c'est le pire. Et voilà, et si ça marche, bah, tant mieux. Donc c'est vraiment, faut se lancer en fait, c'est vraiment ça. Alors, j'ai bien aimé. Il y a un autre post aussi que j'ai vu un peu en lien avec ce que tu as déjà dit, où tu parlais de take your vacation and your sick days. These policies exist for a reason. The business will survive. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que effectivement les gens ont beaucoup la tête dans le guidon, ils oublient en fait qu'il faut vivre. Est-ce que tu as cette impression-là? Oui, en fait, je me suis rendu compte que il y a beaucoup d'entreprises où c'est mal vu de prendre ses vacances. Il y a beaucoup d'entreprises, dès que tu prends une des vacances ou tu es malade. Et en fait, je pense que Covid a été, pour moi, ça a été un shift. Il y a beaucoup de gens que, voilà, par exemple, quand on était malade, ben, on allait toujours au travail parce on n'a pas envie on n'a pas envie d'être mal vu. Et je pense que ça vient aussi souvent peut-être de l'éducation déjà, mais aussi voilà, de la génération de nos parents où tu travailles, travailles, et puis tu meurs. Voilà. Et on oublie, on oublie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est. Et encore, on va dire peut-être la maternité aussi, peut-être m'a changé aussi. Je me suis rendu compte, bah non, prends soin de toi d'abord, prends soin de ta famille d'abord. Et je me rappelle, il y a une manager qui m'avait dit il y a très très longtemps, avant même d'avoir des enfants, elle m'a dit ta famille passe toujours avant le travail. Ta famille passe toujours avant. Et je me rappelle pendant le Covid, j'étais dans une boîte et en fait, il y a beaucoup d'employés qui sont décédés. Et dès qu'ils partaient, c'est-à-dire le lendemain, on remettait en ligne leur job description. Waouh. Et en fait, tu te rends compte, tu te dis, en fait, je me suis dit, en fait, si demain je sors dans la rue et puis il y a un bus qui me rentre dedans, euh, c'est ma famille qui va pleurer. Au travail, ils vont pleurer 2 minutes et puis ils vont remettre en place, ils vont remettre mon poste en ligne. Donc, il y a vraiment ce côté, je dis, c'est vraiment important. Et moi, je dis, j'ai l'équipe que j'avais chez Oracle, je leur disais toujours, prenez vos sick days, prenez vos vacances. Tu te sens pas bien, prends le temps. Et j'avais une manager qui était super. J'ai eu de la chance d'avoir des managers qui ont toujours été vraiment très très bien pendant ma carrière, on va dire.
qui ont toujours compris. Voilà, tu te sens pas bien, tu prends tes day off, tu prends tes sick days, les vacances, tu les prends, tu as besoin de temps en famille, tu prends ton temps. On avait même commencé à mettre pour les employés des mental day ou wellness days. Tu te sens pas bien, t'as pas envie de travailler, tu me dis pas pourquoi, tu prends ta journée. Et je pense que c'est de plus en plus important, mais je pense aussi avec la nouvelle génération aussi, on apprend énormément. Ouais, comme je parlais, cette génération où on prend soin de soi-même. Le bien-être passe avant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie en fait en entreprise. Mets-toi en avant, tu passes avant tout. Et je pense que c'est une des leçons que j'ai appris et que je continue à donner à tout le monde. Voilà. Prends soin de toi d'abord. Super. Alors, parlons un peu maintenant de mindset. Et est-ce que, est-ce que déjà tu penses que c'est quelque chose qui évolue avec l'âge, avec le temps? C'est-à-dire que tu en as parlé déjà en disant un peu comme est-ce que tu disais que tu n'allais pas faire d'entrepreneuriat du tout, mais aujourd'hui tu te retrouves Mhm. euh, dans cette position. Est-ce que c'est une nécessité en fait de changer déjà de mindset? Disons, commençons par le niveau le plus basique. Quand on quitte un autre pays pour le Canada, est-ce que c'est important de changer de mindset? Non, en fait, pas forcément changer de mindset, on va dire. En fait, je pense que c'est vraiment important de comprendre déjà bah, qu'est-ce qu'est-ce que tu veux faire en fait. Qu'est-ce qui est important pour toi? Parce qu'on a tous des... Souvent, on nous dit, voilà, il faut être entrepreneur, ou il faut travailler en grande entreprise, il faut être médecin. Non, chacun, on a tous notre parcours. Et on se rend compte que on peut aussi évoluer. Regarde, moi, il y a 2 ans, tu m'aurais dit être entrepreneur, je t'aurais dit jamais. Donc, je pense que c'est important d'avoir l'esprit ouvert, en fait. Faut avoir l'esprit ouvert. Moi, je dirais sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est le plus important. Ne pas être confortable dans ce qu'on fait. Et tout à l'heure, on parlait de rester dans une entreprise pendant, on va dire, 5 7 8 ans, 10 ans. C'est vraiment ça, en fait. Tu peux rester dans une entreprise pendant 15 ans, mais ne pas être dans ta zone de confort. Je pense que c'est important de toujours se réinventer. Surtout maintenant, aujourd'hui, ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, euh, il faut être fast. On peut pas rester, on peut pas être derrière, en fait. Donc je pense que c'est le mindset, c'est vraiment important de savoir ce qu'on veut faire, de savoir ce qu'on aime, de savoir qui on est. C'est aussi le plus important aussi. Qui on est et ce qu'on a envie de devenir et de toujours continuer à pousser en fait. Je pense que c'est le plus important. Alors, on a déjà parlé du fait qu'il ne faut pas être prêt avant de te lancer, euh, aller et puis apprendre des premiers résultats améliorés. Mais de façon pratique et concrète, qu'est-ce que toi tu fais quand tu as peur? Genre, c'est clair que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est chaque jour vient avec ses peurs. Et tu fais quoi dans ce cas? La petite voix qui te dit tu ne peux pas ou tu es en train de faire une erreur, comment tu fais? Je parle avec mon frère en fait. Mon frère est un entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années. Et d'ailleurs, il a créé une entreprise qui s'appelle Entrepreneur Mindset. Et Oh, il me motive. C'est lui qui me motive. C'est lui qui me. Quand j'ai des doutes, parler avec quelqu'un. Et tout à l'heure, comme je disais, voilà, ne pas être seul, être bien entouré, avoir des gens autour de soi qui te motivent. Parce qu'il est passé par là, par toutes ces étapes. Et dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question, voilà, écoute, je me sens pas bien et tout. Et directement, il te motive aussi. Et mon mari aussi, qui a aussi un parcours d'entrepreneur aussi. Et pareil aussi, donc voilà, voilà, quand tu as des doutes, voilà, lui en parler, il te motive, il te donne des solutions. Et je pense que ça aide vachement en fait. Et on repart encore au même, ce que je disais encore, être entouré en fait, avoir le bon entourage. Et, et souvent en fait, ce qui me permet de continuer, c'est de me dire en fait, de ne pas avoir cette peur d'échec en fait. Parce que je me dis tout le temps en fait, mon truc c'est, what's the worst that can happen en fait. Voilà. Si j'envoie un message à quelqu'un par exemple sur LinkedIn et qu'il ne répond pas, bah, ils vont pas répondre. Mais moi j'aurais envoyé le message. Donc c'est vraiment ce côté-là en fait. Il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Et l'échec fait partie de la vie et on avance. On avance. ok.
Alors, toujours dans le même sens, est-ce que tu as des habitudes qui t'aident? Euh, Parce que c'est vrai, on te parle, il y a beaucoup de théories autour de ça, genre, c'est les petites habitudes de tous les jours qui définissent un peu ta personnalité, là où tu veux aller, etc. Est-ce que tu as aussi des habitudes, des routines, ou bien tu gères chaque jour, au jour le jour? Non, déjà, pour moi, c'est être organisé. Je suis un chef de projet dans ma tête. J'ai toujours des listes un peu partout, tu vois. Là, j'ai des listes ici, j'organise des listes, enfin, écrites, mais aussi sur mon téléphone. J'ai un calendrier très détaillé. Donc, c'est-à-dire, voilà, faut être organisé. Faut être organisé, faut planifier ses journées. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je planifie mes journées avec les différentes tâches, ce qu'on doit faire. Et ne pas tout faire en même temps, en fait. Parce que souvent, on est distrait. On est distrait. Tu commences quelque chose, tu fais autre chose à côté. Donc, vraiment, la discipline, en fait. Vraiment être organisé, être discipliné, planifier ses journées. Et ce que je fais à la fin de chaque semaine, j'écris dans mon petit carnet mes wins, en fait, de la semaine, en fait. Et ça m'aide, en fait. Parce que souvent, c'est des petites habitudes toutes simples. Tu finis ta semaine et tu dis, écoute, j'ai pas de nouveaux clients cette semaine, mais voilà tout ce que j'ai fait cette semaine pour y arriver. Donc ça m'aide énormément, mais c'est vraiment voilà. Et aussi, on va dire, protéger son énergie en fait. C'est une des choses que j'ai appris dans l'entrepreneuriat. Euh, le temps est limité, on n'a pas beaucoup de temps, le temps est limité. Et savoir en fait où donner son temps en fait et son énergie en fait. Et se retrouver dans des salles, se retrouver autour de gens qui te motivent en fait. Et je pense que c'est super important. Parce que quand on travaille en entreprise, tu fais ton boulot tous les jours, tu es payé, tu rentres à la maison. Quand tu es entrepreneur, tu te retrouves seul. Je suis seule dans mon bureau, devant mon ordi. Donc c'est vraiment important depuis... c'est pour ça que j'essaie de faire beaucoup de networking, j'essaie de rencontrer des gens qui me motivent, des gens qui me poussent. Et c'est vraiment important en fait, et de protéger son énergie en fait. Waouh! Alors, pour quelqu'un qui veut, c'est vrai que tu as parlé d'organisation, tu as parlé d'énergie, tu as parlé de faire un peu le bilan aussi. Mais est-ce que pour quelqu'un qui arrive au Canada, comme je l'ai dit dans d'autres interviews, souvent c'est les premiers conseils qu'on reçoit, c'est surtout comment trouver du travail, rester en mode employeur-employé. Mais il y en a qui ont au fond d'eux, soit parce qu'ils l'ont déjà fait avant d'arriver, ou parce qu'ils sont arrivés, ils ont vu les opportunités qu'il y a, qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu donnerais comme trois premiers conseils ou bien trois actions importantes pour quelqu'un qui veut entreprendre au Canada? Mhm. Bah, déjà, sois visible tout de suite. Si tu veux te lancer, vas-y, lance-toi, sois visible. Les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, parle-en autour de toi. Je pense que c'est vraiment important parce qu'en des fois, on ne se rend pas compte. Ton voisin peut avoir besoin de tes services. Mais s'ils ne savent pas que tu as cette entreprise, ils ne vont pas en parler. Donc, il ne faut pas hésiter à se vendre, comme on disait, cette mentalité qu'on a peut-être africaine ou francophone à ne pas se vendre. Vends-toi, dis aux gens ce que tu peux faire. Construis ton réseau. On a parlé du réseau aussi, c'est super important, on a besoin d'avoir un réseau. Il y a énormément d'événements gratuits. Il y en a tellement, 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 que ça soit en ligne, que ça soit en personne. Rencontre des gens, construis ton réseau. Moi, ce que je fais, c'est dès que je rencontre quelqu'un, je les ajoute sur LinkedIn. Dès que je veux un événement, mon téléphone, il est prêt. Boum, 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 LinkedIn, je leur envoie un message, on reste en contact. Construis ton réseau. C'est vraiment important. Tu sais pas qui tu vas rencontrer. Et ne pas hésiter à demander de l'aide en fait. Souvent on n'aime pas demander de l'aide, mais voilà, ne pas hésiter. Il y a toujours qui connaît quelqu'un qui peut t'aider. Et, on va dire voilà, faut se lancer en fait. Il faut vraiment juste se lancer. Je pense qu'au Canada c'est un pays où comparé à la France, où c'est beaucoup plus facile de lancer son entreprise. Même en ligne, voilà, dans son entreprise, c'est vachement plus facile. Et il y a énormément d'organisations aussi qui aident. Il y a beaucoup d'organisations qui existent pour aider les immigrants qui arrivent.
soit à chercher du travail, soit à lancer leur entreprise. Donc, faut pas hésiter à participer à tous dans toutes ces entreprises. Alors, un des objectifs de ce projet de podcast, c'est aussi de donner la visibilité au projet des invités. On a déjà parlé d'un de tes bébés, qui est samiradiallo.com, la structure qui accompagne. Et j'ai découvert Mayana Voyage. Alors, c'est quoi Mayana Voyage? Ouais. Donc, Mayana Voyage, ça a commencé en fait il y a très longtemps. Donc, en fait, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat, c'est-à-dire voilà, comment monter l'entrepreneuriat. Et ça fait une dizaine d'années, mes amis, ma famille me disent toujours, Samira, tu aimes voyager, tu donnes toujours des conseils. Les gens viennent moi pour me dire où est-ce que je dois aller, quel billet d'avion prendre, quelle compagnie aérienne, quel hôtel, où aller. J'ai toujours été la personne qui donnait des conseils voyage autour de moi, tout le temps. Et en fait, et je me rappelle, voilà, mon frère, mon mari qui est entrepreneur, des années m'ont poussé, lance ton business, fais quelque chose avec. Je leur ai dit non, 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 moi je suis pas dans l'entrepreneuriat, laissez-moi tranquille, c'est pas mon truc. Je continue à donner les conseils. Et quand ma première fille est née en 2018, j'ai décidé de lancer la page et ça s'appelait Ayana Voyage. Son prénom c'est Ayana et Voyage en français. Donc j'ai décidé de me lancer. L'idée c'était vraiment juste de partager un peu mes voyages, mes conseils. Et puis voilà, donc j'ai lancé, j'ai arrêté, j'ai lancé, j'ai arrêté. Et quand j'ai eu ma deuxième fille en 2023, j'ai décidé de relancer et me remettre à fond dedans. Et j'ai appelé la page Mayana Voyage. Et mes enfants s'appellent Maya et Ayana. Donc Mayana Voyage, c'est le nom de mes enfants. Et voyage, voilà, le mot voyage en français. Et l'idée, c'est vraiment maintenant en fait, c'est vraiment ce que je fais, on va dire, dans la vie future, c'est vraiment continuer à aider les familles à continuer à voyager sans stress. C'est vraiment résoudre, voilà. Et en fait, quand je regarde mes deux entreprises maintenant que j'ai, entre Samira Diallo Consulting et Mayana Voyage, c'est vraiment résoudre un problème en fait. Un problème pour les entreprises au niveau humain et un problème pour les parents qui ont peur de voyager. J'ai pris mes enfants à 3 mois et on est parti en Afrique, on est parti Wow. dans le Middle East, on a fait l'Europe. Voilà, j'hésite pas à aller, on voyage, allez, on part. Et je pars seule avec eux. Et pour moi, c'est naturel. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était pas naturel pour tout le monde en fait. Et donc je me suis dit, voilà, il y a beaucoup de parents qui viennent vers moi qui me disent, voilà, j'ai peur de voyager avec mon bébé, qu'est-ce que je dois faire, et s'il pleure. Donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment de donner des conseils et de les aider et de partager mon amour pour les voyages en fait aussi. Et donc voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est mon deuxième bébé on va dire, et voilà. Donc Samira qui n'était pas contre, mais qui n'était pas pour l'entrepreneuriat, et maintenant je me retrouve avec deux business. Alors, pour celui qui n'est jamais venu au Canada ou qui ne voyage pas beaucoup, on n'a pas idée de comment je dirais, c'est compliqué d'avoir un enfant de bas âge. Est-ce que tu peux partager une ou deux anecdotes liées au voyage et puis aux enfants, le tracas que ça fait, une de ces réalités-là? Oui, bah en fait déjà, un truc auquel on pense pas forcément, l'année dernière on a atterri en France et j'arrive à l'aéroport et ma fille de presque 2 ans qui me vomit dessus, arrivée à l'aéroport. Et on n'y pense pas souvent. Et souvent, voilà, un des conseils que je dis aux parents, c'est bah, emmener des habits de rechange pour vous-même. Voilà, c'est pas le voyage. Mais il y a aussi le côté voyager avec des enfants, je dis, c'est toujours. C'est pas reposant du tout. Voilà, on a fait des vols de 14 heures avec les enfants, tu dors pas, c'est pas reposant. Tu arrives sur place, tu te reposes pas non plus. Mais c'est tellement. Quand je vois maintenant ma fille qui a 8 ans, voilà, qui est contente d'arriver dans un nouvel endroit et rencontrer une nouvelle culture. Pour moi, c'est vraiment le côté découvrir le monde, les cultures, comment le monde est. On oublie en fait, souvent on est tellement dans notre petit monde ici, on se rend compte que les gens vivent d'une manière tellement différente. Et voilà, et donc pour moi c'est vraiment ce côté partager ces moments en famille et pouvoir aider les parents et se rendre compte qu'en fait tout n'est pas rose, mais on le fait quand même. Moi, les gens me demandent souvent pourquoi je voyage avec les enfants. Je dis, ben, j'ai de la famille qui vit partout dans le monde. Donc, si je veux les voir, ben, on va faire comment? Je ne peux pas laisser mes enfants seuls à la maison. Donc, ils viennent avec nous. En fait, c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment, en fait, la vie continue. La vie continue. Et aussi, le conseil que je donne beaucoup, c'est ne pas
en fait, ne pas adapter sa vie en fonction de ce que les enfants veulent faire. Voilà, par exemple, si je veux aller au Louvre, par exemple, les enfants au Louvre. Voilà, ils suivent. Si je veux aller dans un musée, si je veux aller manger dans un restaurant, bah, ils viennent avec nous. On ne cherche pas forcément le côté voyager. C'est pas voyager pour les enfants, c'est en tant que parents voyager et on emmène nos enfants avec nous. Donc c'est vraiment cette mentalité que j'essaye de faire passer. Et les enfants font partie de notre vie et ils continuent à en faire partie en fait. Alors, est-ce que de tous les points, alors j'ai découvert un peu cette histoire de code, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur toi que peu de gens connaissent, que tu aimerais bien partager avec nous? Qu'est-ce que les gens ne connaissent pas? Euh, On va dire que j'aime un truc un peu personnel. J'adore goûter les nouvelles cuisines. Donc, quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Donc, quand je voyage, j'adore. C'est vraiment goûter les nouvelles cuisines. Ça fait vraiment partie de de côté voyage. Mais j'aime pas trop cuisiner. Donc, je m'entoure toujours de gens qui aiment beaucoup cuisiner. Mais voilà, donc je suis toujours partante pour aller dans un nouveau restaurant ou quand on voyage. Mais ne me donne pas une recette, je ne vais jamais la refaire. Prépare le plat et emmène-le et emmène-le là-bas. Voilà. D'accord. Alors, comme je l'avais dit, ce n'est qu'une première fois. On aura une autre session probablement en anglais parce que tu es, comme je l'ai déjà dit, tu es très bilingue aussi. Et pour la session d'aujourd'hui, est-ce que tu aurais un dernier message déjà pour ceux qui veulent entreprendre au Canada et un deuxième message pour ceux qui sont déjà, disons ceux qui ne se retrouvent pas beaucoup, ils se posent tellement de questions, pas forcément se lancer en entrepreneuriat, mais ils ne se retrouvent pas en fait au Canada. Ouais. En fait, pour les entrepreneurs, on va dire déjà, n'attendez pas d'être parfait en fait. N'attendez pas d'être prêt. Allez-y, lancez-vous. Faut pas avoir peur de l'échec. Voilà, au pire des cas, bah, tu recommences. Moi, je dis, il faut se lancer, il faut pas avoir peur de l'échec. Et pour ceux qui savent pas quoi faire, on va dire que, en fait, c'est pas grave en fait de ne pas savoir en fait. Parce que moi, voilà, comme je disais, quand j'ai commencé ma carrière en informatique, je savais pas ce que je voulais faire. Et chaque année, je continuais, j'apprenais des nouvelles choses. Donc souvent, on nous demande de savoir ce qu'on veut faire dans 20 ans. On ne sait pas et c'est pas grave. Même moi, je sais pas ce que j'ai envie de faire dans 5 ans. On nous demande souvent de savoir et ne pas savoir, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Commence quelque part. Si ça te plaît pas, bah, on peut toujours se réinventer. On peut toujours se réinventer. On peut toujours faire autre chose. Si le Canada, c'est pas parfait, bah, il y a d'autres pays. Je me dis, en fait, souvent, on a vraiment peur. On se dit, voilà, maintenant, je suis là et tout doit être parfait. J'ai trouvé ce boulot et je dois l'aimer, je dois pas l'aimer. Non. La vie est courte. Moi, je dis, la vie est courte et voilà. Il faut vraiment trouver quelque chose qui nous plaît. Et si c'est pas ça, bah, ça sera autre chose. Et on peut toujours se réinventer. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Merci aussi pour le partage. J'ai pris beaucoup de notes et je vais les utiliser pour la prochaine session sûrement. Merci Ok. beaucoup. En tout cas, c'est vraiment sympa en tout cas. Et puis merci. Merci en tout cas pour la session.